Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Press, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font l'actualité littéraire en France, une émission produite par l'Université Ohio State et son centre d'excellence. Alors aujourd'hui, nous avons la très grande chance de nous entretenir avec Madame Jessica Oublié qui vient passer du temps avec nous sur le campus de l'Université Ohio State et qui vient nous parler de sa bande dessinée très récemment traduite aux États-Unis sous le titre de Toxic Tropics. Pour cette conversation, j'ai le plaisir d'être rejoint par Mason Reed, qui est doctorant en études environnementales à l'Université Ohio State. Merci d'être avec nous, Jessica Oublié. Merci beaucoup, Benjamin Hoffman. Merci beaucoup, Mason Reed. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. C'est la deuxième étape du tour d'autrice que j'ai entamé samedi dernier aux États-Unis. Et donc, je suis présente avec vous pour 2 jours. Et je suis très contente que nous commencions par une introduction ensemble autour de mon travail. Absolument, et nous sommes absolument ravis d'être avec vous aujourd'hui. Alors laissez-moi vous présenter pour celles et ceux de nos spectateurs qui n'auraient peut-être pas eu l'occasion encore d'être familiarisés avec votre travail. Vous êtes né, n'est-ce pas, d'une mère guadeloupéenne, pardon, et d'un père martiniquais à Paris. Vous avez grandi en France métropolitaine et vous avez passé une partie à ces conséquences de votre jeunesse auprès de votre famille élargie en Martinique et en Guadeloupe avant d'entrer à l'université Panthéon-Sorbonne en 2002. Alors vous avez fait des études d'histoire de l'art, obtenant une maîtrise en 2007, après quoi vous avez travaillé pour Africulture pendant un certain nombre d'années avant de quitter la France pour exercer en Centrafrique et au Bénin. Vous êtes enfin rentré en France afin d'obtenir en 2015 un Master 2 en analyse du travail et du développement des compétences. Alors quelques années plus tard, en 2017, vous publiez votre premier ouvrage, la bande dessinée documentaire Pays à nous. Je suis mal prononcé, mais je fais de mon mieux, merci pour votre indulgence, consacré à l'agence gouvernementale française, le Bumidum, et à son rôle dans l'exil de milliers d'habitantes et d'habitants des Antilles françaises vers l'Hexagone dans les années 1960-1970, et également jusqu'en 1980. Alors cet ouvrage a rencontré un très grand succès, a été salué par la critique et récompensé en 2018 par le prix étudiant de la bande dessinée politique. La même année, afin de vous rapprocher de votre famille, vous êtes installé en Guadeloupe, où va débuter l'enquête qui va donner donc naissance à cet ouvrage Tropiques Toxiques, publié en 2020 et donc publié dorénavant en traduction anglaise. Alors cet ouvrage, Tropiques Toxiques, raconte ce que vous décrivez comme le scandale du chlordécone, un pesticide utilisé contre le charançon du bananier et massivement répandu dans les Caraïbes entre 1970 et 1993. Aujourd'hui, la toxicité et la persistance environnementale du chlordécone menacent toujours la santé des populations et des écosystèmes locaux dans plusieurs îles caribéennes, plus de 30 ans donc après son interdiction officielle. Dans cet ouvrage, vous poursuivez un travail d'investigation amorcé dans votre précédent travail afin d'explorer un problème complexe, en retracer l'histoire, en analyser les conséquences actuelles et en esquisser autant que possible les perspectives d'avenir. Alors merci beaucoup donc d'être avec nous pour évoquer cet ouvrage. Alors pour commencer à en parler, si vous voulez bien, je voudrais dire que le scandale du chlordécone va révéler la manière dont un pesticide, interdit d'ailleurs, a continué durant plus de 20 ans à empoisonner les terres, l'eau, les corps des habitants des Antilles françaises, avec des conséquences de vous montrer qu'elles sont vraiment à proprement parler dramatiques pour ces populations. Vous-même, vous avez découvert cette réalité en vous installant en Guadeloupe, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui, dans ce choc initial, dans cette prise de conscience personnelle, vous a poussé à transformer cette indignation que vous avez sans doute éprouvée à la découverte de ce scandale en un projet d'enquête collective et finalement donc de bande dessinée que vous nous présentez aujourd'hui? Merci beaucoup, Benjamin, pour cette question. Quand je me suis installée en Guadeloupe en février 2018, donc à la sortie de ma première bande dessinée qui traitait de la question migratoire, c'est vrai que pendant 2 ans, j'ai principalement analysé la question du départ des Antillais, Guyanais, Réunionnais vers l'Hexagone et que je me suis pas intéressée aux autres questions de société, aux autres enjeux de ces territoires, étant focalisée sur l'analyse du Bumidum. Et donc j'arrive en février 2018 en Guadeloupe chez mes grands-parents et à ce moment-là,
ça correspond à un moment, on va dire, à un niveau 1 de médiatisation du scandale, puisque dans les médias, et particulièrement à la radio, quasiment tous les jours, il y a des émissions qui traitent du chlordécone. Et là, donc, je l'entends une fois, deux fois, trois fois, quasiment tous les jours, et je m'aperçois que je ne sais pas ce dont il s'agit. Et je découvre donc que cette carte postale qui était l'horizon vers lequel moi je m'étais projetée en me disant bah, je vais m'installer chez mes grands-parents en Guadeloupe, voilà, avoir une alimentation aussi de qualité. Quelque part, cette carte postale se brise assez instantanément au regard de ce que j'apprends de cette pollution et de ses effets sanitaires sur les gens. Donc, parce qu'autour de moi, il y a un certain nombre de choses qui se disent, mais que je comprends qu'il s'agit de craintes liées à des préjugés, à des croyances qui, vis-à-vis de l'État surtout, qui se sont vues malmenées. Je comprends qu'il faut que j'aille directement à la source des recherches épidémiologiques, agronomiques, sciences environnementales, pour essayer de comprendre ce dont il s'agit. Et une fois un certain nombre de chercheurs rencontrés, et notamment le principal pour moi en la figure de Luc Multinier, qui est cet épidémiologiste qui a conduit le grand nombre d'enquêtes de santé en lien avec l'exposition au chlordécone. Une fois qu'il a accepté de m'accompagner dans cette immersion et dans ces différentes langues professionnelles, là, je me suis sentie prête à transformer ce que je découvrais en un ouvrage de vulgarisation. Les choses se sont faites assez vite. Parce que 2018, c'est vraiment un moment particulier du scandale et où la parole présidentielle, donc Emmanuel Macron, vient lui-même qualifier la situation de scandale. Et donc cela autorise à partir de là donc un certain nombre d'autres publications et puis une appropriation plus importante du sujet donc, par les journalistes. Et parce que cette parole présidentielle est posée, un certain nombre d'événements et notamment colloques scientifiques ont lieu et donc ça permet très rapidement et à la société civile, la population, mais aussi aux chercheurs d'exposer leurs travaux et aux autres leurs demandes sociales. Très bien. Alors, si vous voulez bien, pour continuer cette conversation, je voudrais qu'on revienne sur le travail de recherche. Vous avez fait le véritable travail d'enquête dont cet ouvrage est la manifestation publique. Durant ce travail, vous avez dû faire face à des récits complexes, souvent contradictoires, où les responsabilités semblent se diluer entre intérêts économiques, héritages coloniaux et également carences institutionnelles. Qu'avez-vous trouvé de plus difficile à entendre, vous-même, personnellement, à entendre et à accepter dans cette mécanique institutionnelle du déni? Il y a plusieurs niveaux de réponse possibles. La première chose, je dirais que le chlordécone, c'est avant tout une affaire, alors vous l'avez dit, de déni des savoirs produits sur le sujet, puisque le pesticide est produit en 1958, donc sous l'appellation commerciale de Kepone aux États-Unis. Et ensuite, très rapidement, en 1975, il y a donc cet incident industriel qui, à Hopewell, en Californie, vient à conduire à la fermeture de l'usine où des ouvriers produisaient la molécule. Ces ouvriers, donc exposés de façon aiguë à la molécule, vont avoir des troubles neurologiques, des problèmes de fertilité, l'évocation même donc de cancer possible à l'avenir est faite. Bref, en 1975, on sait déjà un certain nombre de choses, des risques pour la santé du fait des effets cumulatifs donc de la molécule dans les corps. Et pourtant, la molécule est introduite aux Antilles en 1972 et va y être utilisée jusqu'en 1993, comme vous l'avez dit, donc pour lutter contre le charançon, le charançon noir des bananiers. Et donc, à un moment, on fait fi donc, des savoirs agronomiques, des savoirs en épidémiologie, du fait d'un argument économique. Plus de 60% des ouvriers agricoles travaillent dans la banane. Aujourd'hui encore, la banane représente donc une part importante de notre activité économique, puisque un tiers de la surface utile des sols est utilisée pour produire de la banane. Banane qui est une monoculture de rente, donc principalement donc, produite par de grands propriétaires terriens
originaires, descendants donc des colons, donc qu'on appelle les béquets, notamment en Martinique, et banane qui est à 95% distribuée, vendue à l'extérieur du territoire, puisque destinée au marché de France hexagonale. Donc oui, pour des raisons économiques, on fait fi de tout ce qu'on sait, en se disant, à l'époque, il y avait comme une espèce de prédominance des savoirs agronomiques. Et donc, à l'époque, dans les années 60, on disait que le grand ennemi de la banane, c'était le charançon noir. Le charançon noir, rappelons-le, c'est un coléoptère. Et donc, c'est tout petit, plus petit que la tête du pouce. Alors, certes, ça fait énormément de dégâts, hein, puisque je le rappelle, le charançon donc, vient se loger dans le bulbe de la banane. Donc, il fait ses larves. Et ensuite, ces larves se multiplient en d'autres charançons. Et une fois que le bulbe de la banane, parce qu'il ne s'agit pas d'un arbre, mais bien d'un herbacé, donc d'une grande plante, eh bien, il s'affaiblit et il meurt. Et donc, face à ce qui semblait être une chose terrible, les chercheurs, donc des instituts de recherche français, et les professionnels des filières ont cherché une solution. Et cette solution s'est appelée Kepon. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il fallait réellement en passer par là pour pouvoir traiter le problème, d'autant qu'on le sait, à la fin des années 90, une fois que le produit a été retiré du marché, on a utilisé des petits pots, pièges à charançon, qui sont comme des petits seaux en plastique dans lesquels on met de l'eau, dans un étui des phéromones, et ensuite donc ça attire directement le charançon, et le charançon se noie. Donc ça veut bien dire que des alternatives étaient possibles, Écologique, beaucoup plus saine. et beaucoup plus respectueuses de l'environnement, et beaucoup plus respectueuses du coup aussi de la santé des populations qui vivent à proximité des exploitations de bananes. Il faut le rappeler, hein, on n'est pas sur de grandes exploitations comme en Amérique latine ou en Afrique. Il y a une très grande proximité entre les habitations et les exploitations. Pendant une époque, donc il y a des produits qui étaient déversés donc, par voie aérienne. Le chlordécone, lui, donc, était épandu à la main. Cela dit, on le sait aujourd'hui, hein, le ruissellement de la molécule sur les sols et son infiltration à travers la nappe phréatique a très largement contaminé les eaux et donc contribué à l'imprégnation de la quasi-totalité de la population, puisqu'on sait que 95% des Guadeloupéens et des Martiniquais ont du chlordécone dans leur sang. Donc, en fait, ce qu'on observe, et c'est surtout l'histoire américaine qui nous le dit, c'est il y a eu comme ça un certain nombre d'alertes très importantes venant des instituts de recherche dans les années 70, parlant donc de la forte rémanence du produit, parlant donc de l'identification du produit qu'on a retrouvé au-delà des bananeraies dès 77. Tout ça, on le sait, mais comme je le montre dans une des planches de l'album, c'est comme si tous ces rapports avaient été à un moment destinés au pouvoir en place pour l'informer et qu'ils avaient été remis dans des tiroirs d'un placard et qu'on n'avait pas tenu compte de leur intérêt pour modifier le cadre réglementaire et essayer de mieux prendre en compte la santé des populations. Alors, ce que l'on ressent, en tout cas ce que je ressens en vous écoutant, c'est un sentiment de colère et même d'indignation. Et ce que je trouve assez remarquable dans votre ouvrage, c'est que justement, cette colère et cette indignation, aussi légitime qu'elles puissent être, ne vous amènent jamais à faire preuve de manichéisme dans votre travail. Puisque au contraire, on voit bien que vous donnez la parole à une pluralité d'acteurs, à des acteurs comme les responsables politiques, les agriculteurs, les scientifiques. Et la question que j'aimerais vous poser, elle touche à précisément à votre travail, à la manière dont vous avez construit d'une manière chorale ce récit, tout en conservant à la fois rigueur documentaire, mais en même temps en laissant la place à l'émotion, au sentiment d'indignation dont je viens de vous parler, qui peuvent également toucher Oui. vos lecteurs. Alors, ma question pour vous, pour la reformuler un petit peu, c'est justement comment est-ce que vous avez, comment dire en anglais, walk that line, là, trouvé cet équilibre entre le travail documentaire et la place laissée à Oui. l'émotion. Alors, le mot colère, je pense que c'est
je suis loin aujourd'hui de la colère. J'ai toujours de l'indignation Mmh. vis-à-vis de la situation parce que si au plan administratif, un certain nombre de choses ont été mises en place par l'État, en termes de justice sociale et environnementale, il y a encore Mmh. des progrès, des marges de manœuvre encore très importantes et des voies et recours qui n'ont pas été explorés. Et c'est là où je peux me sentir indignée. Pendant que je faisais mes recherches, oui, ça c'est sûr. Je pense qu'entre 2019 et 2020, j'ai pu ressentir de la colère, notamment parce que quelque chose en moi semblait se briser et m'a donné le sentiment d'une grande naïveté qui était la mienne vis-à-vis de cette installation aux Antilles que je voyais comme de façon très angélique et poétique comme le retour au pays, un pays qui aurait été protégé et finalement un pays dont moi je n'avais pas du tout vu les combats, les difficultés et donc elles m'ont explosé au visage avec la question du chlordécone, qui est un catalyseur. Euh, et Pierre-Benoît Joly, que je relisais ce matin, qui est un ingénieur agricole et puis économiste français, parle de fait social total. Et c'est un fait social total. Ça touche à tous les pans de notre société antillaise. Ça parle, et vous le disiez, d'histoire coloniale, d'économie, d'agronomie, d'une prétendue science agronomique qui, aujourd'hui, qui a la capacité, le pouvoir de dire tel produit peut être utilisé parce qu'il est important aujourd'hui de maintenir une économie entièrement basée sur une monoculture. Mmh. Ce qu'on ne ferait plus aujourd'hui, mais en tout cas, cette conviction scientifique-là a quand même conduit à un moment au résultat qui est le nôtre. Et je ne dis pas que c'est de la faute des ingénieurs agronomes, puisque là encore, il leur appartient de faire des recommandations et à l'État de décider et de gouverner. Donc oui, là où je peux avoir de l'indignation, c'est vraiment lié au manquement de l'État vis-à-vis d'une partie de ses citoyens. Et ces citoyens, ils ne sont pas n'importe lesquels, c'est des citoyens qui, du fait d'une histoire coloniale qui a rapidement induit des rapports de pouvoir et de domination, qui aujourd'hui, alors que à l'endroit d'une blessure originelle qui est celle de la colonisation, on lui réinflige quelque chose d'une citoyenneté à part. Mmh. Et donc c'est là aussi ce que moi j'ai ressenti à un moment quand ma grand-mère me dit à table un jour, ma grand-mère et mon grand-père, et c'est relayé dans la BD, ils disent mais pourquoi la France nous a fait ça? Et moi je découvre ce que c'est que d'être un moment citoyen français depuis ces territoires-là, parce que étant né à Paris, je n'ai pas une conscience d'une citoyenneté marginale que pourrait être celle de mes cousins, cousines et grands-parents. Et pourtant, cette affaire-là, voilà, va venir à un moment moi-même m'exposer à une marginalité que je n'avais pas ressentie forcément auparavant. Et j'ai juste oublié, pardon, la fin de la question qui était importante. Sur la manière dont vous avez trouvé une forme d'équilibre, Oui, justement, cette indignation bien légitime et en même temps le travail documentaire qui laisse la parole à l'autre pour, voilà, pour lui laisser une place dans le récit ouais. lui-même. Euh, pour moi, elle a toujours été claire et dans ma manière de travailler, c'est ce que je fais, que j'allais donner la parole à tous les acteurs. Mhm. Donc, quand c'est comme ça, je me fais un mind mapping, donc avec chlordécone au milieu, différentes branches thématiques, histoire, environnement, santé, demande sociale, etc. Et sur chacune de ces branches, j'essaye de voir quels sont les intervenants qui pourraient donc me partager du savoir sur le sujet. Et donc, j'ai écrit à plus de personnes que de personnes ne m'ont répondu. Et j'ai interviewé plus de personnes que de personnages sont représentés dans la BD. Cela dit, ils ont été interviewés et parfois par souci de limiter un effet doublon ou une parole qui n'apportait pas quelque chose de plus que ce que j'avais pu recueillir. Euh, j'ai fait 136 entretiens et il y a à peu près 100 personnes Mhm. présentes dans la BD, avec une vraie volonté de ne jamais instrumentaliser Mhm. le regard et l'analyse de l'autre. C'est aussi la raison pour laquelle je donne accès à certaines des sources trouvées, alors pas dans la version américaine, on ne le voit pas, mais dans la version française, il y a une petite loupe en bas de certaines pages, et en scannant avec une appli en 3D, on a accès à des archives que j'ai trouvées. Pour moi, c'était important
dans, dans ce moment de l'histoire de la médiatisation du chlordécone, et parce que la question du scandale a vocation à agir comme transformateur social, ça n'est rendu possible que si, en effet, les deux parties, à un moment, produisent, alors les deux parties qui s'affrontent, hein, moi je n'en fais pas partie, mais si comme ça, il y a de la production en effet d'informations complémentaires qui permet du débat social autour, que la population se nourrisse d'informations pour elle-même rejoindre l'un ou l'autre des deux parties. Et bien ça, c'était pour moi aussi l'objectif de ce livre, de donner des informations et d'interviewer de façon la plus linéaire possible l'ensemble des parties, de ne pas juger les acteurs du passé, et de donner autant de crédit et de place à leurs propos qu'à ceux qui aujourd'hui se prononcent donc contre bien sûr le chlordécone, mais qui n'y étaient pas il y a 50 ans et qui n'auraient peut-être pas fait les mêmes choix d'évidence que ceux qu'ils disent faire pour aujourd'hui. Voilà. Donc ça, pour moi, dans ma manière de concevoir l'écriture documentaire, Mmh. il est vraiment important qu'il y ait, et vous l'avez dit, cette dimension chorale, vraiment polyphonique, et que chacun puisse être représenté depuis son siège professionnel, depuis sa place. Et dans mon processus d'écriture, je fais tout relire. Mmh. Si je vous interviewe, avant la parution, vous relisez l'ensemble de vos planches et vous avez un droit de correction. Ce qui arrive finalement assez souvent parce que entre le moment de l'entretien et le moment de la finalisation, la personne se voit représentée en BD. Il y a des choses, voilà, plus sur la forme que sur le fond, qu'elle souhaite, par souci de style, retravailler. Mais voilà, ça, pour moi, c'est aussi travailler un socle de confiance qui permet ensuite aux personnes de se retrouver telles qu'elles sont. Voilà. C'est la manifestation, une forme d'exigence éthique que Oui. vous avez vis-à-vis de vous-même et Ouais. de vos collaborateurs, des personnes que vous interviewez. Alors, la dernière question que je souhaiterais vous poser, avant de donner la parole à Mason, va nous amener à revenir à ce dont nous discutions, vous et moi, avant le début de cette interview, et lorsque nous avons parlé du travail de Michael Ferrier, qui est donc installé au Japon, qui est professeur d'études françaises, et qui a écrit ce texte que j'admire personnellement beaucoup, qui s'appelle Fukushima, récit d'un désastre, qui raconte la catastrophe de Fukushima et son impact avec une durée sans limite sur l'environnement japonais, voilà, l'impact du nucléaire après une catastrophe. Et d'une certaine manière, vous posez une question assez similaire à celle de Michael Ferrier, c'est-à-dire comment vivre, comment continuer à vivre dans un univers durablement pollué. Alors, la question que je voudrais vous poser après avoir établi ce petit parallèle entre votre travail et celui de Ferrier sur le nucléaire est la suivante. C'est est-ce qu'il vous est arrivé de trouver des pistes concrètes ou des initiatives locales qui vous ont donné une forme d'espoir pour les générations futures des Antilles, en dépit de ce scandale environnemental dont vous Ouais. parlez dans votre ouvrage? Plusieurs, et heureusement, parce que ça participe donc d'un passage donc de la théorie à la pratique et de comment, comment ce scandale environnemental, comment cette pollution systémique nous oblige à agir et à nous positionner concrètement, notamment vis-à-vis des personnes qu'on accompagne. Dans les établissements scolaires, par exemple, aujourd'hui, le chlordécone n'est toujours pas inscrit dans les manuels ni les programmes, mais de nombreux enseignants, à leur initiative, font des choses sur le sujet, me sollicitent parfois. Avec un établissement, on a conçu un jeu de société, par exemple, avec une vingtaine de chercheurs, 200 cartes à jouer, et le jeu a été financé par de nombreuses entreprises privées afin que l'ensemble des collèges et lycées de Martinique soient dotés. Donc ça, pour moi, c'était un pas vraiment important, là où il y a des choses qui se font au niveau notamment du rectorat de Martinique, avec l'organisation de séminaires chaque année avec de grands chercheurs qui viennent faire un point sur l'état de l'art scientifique du sujet, ce qui permet voilà, aux enseignants les plus volontaires d'introduire le sujet dans leur discipline, et pas que dans les sciences dures, chimie, biologie, mais aussi en sciences humaines, aussi en histoire. Donc, il y a ce volet-là. Ensuite, le maire du Lorrain, en Martinique, toujours, alors, grosse ville bananière, avec vraiment une grosse partie de ses terres donc, cultivées en banane, a pris un décret il y a 2 ans pour interdire l'utilisation de façon générale de pesticides sur son territoire. Et c'était une grande première.
Mmh. sur un territoire comme le nôtre, qui a longtemps été donc un territoire de monoculture, canne à sucre et banane. C'était inimaginable de le faire sans pesticides. Donc aujourd'hui, même si la filière banane a particulièrement réduit l'utilisation de pesticides, il en reste encore, et donc ce maire a décidé de faire de sa ville presque comme un appartement témoin de ce que pourrait être la Martinique de demain, au plan agronomique, tout en respectant donc le métier des agriculteurs, la place qu'ils représentent dans l'économie, mais en respectant aussi la santé des concitoyens. Ensuite, l'État administratif fait énormément de choses, et il faut voilà, le reconnaître, hein. Tout ne vient pas de la société civile. Il y a notamment le programme JAFA. Donc JAFA, c'est la contraction de jardin familial. Aux Antilles, il y a la culture du jardin créole, qui est un héritage de la colonisation, puisque le maître de la plantation autorisait les esclaves à avoir des petits bouts de terre sur lesquels planter de l'agriculture vivrière, des plantes pharmaceutiques. Cet héritage persiste aujourd'hui vraiment dans nos traditions, hein. Et ce jardin créole constitue une part de ce que moi j'appelle notre culture empêchée, puisque une fois qu'il est pollué, c'est donc toute une culture qu'on ne peut plus pratiquer. Et donc le programme JAFA a vocation à se déplacer dans les familles, faire des analyses de sol, Mmh. accompagner à la reconversion des pratiques agricoles. Aujourd'hui, ce programme donc permet notamment des sensibilisations sur des places de marché, etc. Il y a également un autre volet qui est important, qui répond à la demande sociale, de pouvoir doser gratuitement le chlordécone qu'on peut avoir dans le sang. C'est ce qu'on appelle la chlordéconémie. Et ça a été mis en place dès 2020. Et aujourd'hui, même sans ordonnance, donc il y a là aussi une avancée du cadre réglementaire, même sans ordonnance, on peut aller dans un laboratoire au moment où on fait des analyses de sang, demander à additionner celle de la chlordéconémie. Donc oui, ça bouge. C'est dire que il y a une volonté de déterminer les paramètres et les modalités de comment on peut gouverner et comment on peut amener vers un projet d'avenir dans un contexte de pollution systémique. Vous parliez de Fukushima, dans la BD, je parle de Tchernobyl. Nous ne sommes pas les seuls territoires exposés à ce sujet. Au contraire, ça devient un enjeu aujourd'hui presque mondial de pouvoir déterminer ces facteurs. Et on a souvent dit des Antilles qu'ils pouvaient faire laboratoire d'expérimentation sur ce type de sujet. Je crois que nous avançons. Nous avançons plutôt dans le bon sens, mais une question qui reste à déterminer, c'est quand même l'écoute et surtout la réponse plus forte Mmh. à la demande sociale des populations. Donc il y a quand même 800 000 personnes exposées au quotidien, de pouvoir d'être indemnisées aujourd'hui par rapport à ce qui leur est arrivé. Et ça, c'est une question qui reste à trancher. C'est bien sûr non pas au pouvoir administratif de le faire, mais au pouvoir judiciaire. Très bien, Voilà. merci beaucoup. Alors je passe la parole à Mason qui a de nombreuses questions à vous poser. Oui, merci. Euh, pour moi, un thème, un sujet dont je voulais discuter un peu, c'est que Tropique Toxique, c'est vraiment un ouvrage vraiment scientifique en soi. Donc, à mon avis, je trouve que le vocabulaire dans le domaine d'écotoxicologie peut être très spécifique parfois. Et ça, c'est un thème que vous traitez dans Tropique Toxique. Donc, on voit ça avec le mot poison, carcinogène probable avec Monsieur Macron, safe ou sans risque. Donc, ma question, c'est, pendant votre recherche pour le livre, est-ce que vous avez trouvé que le vocabulaire est l'une des barrières principales pour votre compréhension des problèmes de chlordécone? Et en général, qu'est-ce qui a été les difficultés majeures que vous avez rencontrées pendant votre recherche pour le livre? Ouais, merci beaucoup pour la question. Oui.
Absolument, ça a été la principale barrière. Comme Monsieur Hoffman le disait, moi je viens de l'histoire des arts, de la médiation culturelle. Voilà, je m'intéresse énormément à différents sujets dès lors que je me sens concernée. Donc c'est vrai que je peux avoir comme ça une manière d'investiguer et de rentrer en contact avec un sujet. Cela dit, bien sûr que, et ça j'ai trouvé ça très intéressant de l'observer sur le terrain. Quand on est biologiste, déjà, on ne parle pas comme forcément un chimiste. Oui, Quand on est chimiste, on ne parle pas comme l'écotoxicologue, oui, etc., etc. Et en allant dans des colloques scientifiques réservés à des scientifiques, donc grâce à un appui de la préfecture de Guadeloupe, j'avais pu participer à ce colloque. Je voyais dans les questions des professionnels dans la salle, donc à leurs confrères de d'autres disciplines qui intervenaient, épidémiologistes et autres, qu'ils ne se comprenaient pas et qu'il y avait déjà des demandes de clarification. Alors, la question imaginez, du vocabulaire. c'est ça. Oui, C'est-à-dire donc, alors, je vais tenter de reformuler pour vérifier que j'ai bien compris ce que vous avez dit et vous me direz si c'est bien de cela dont il s'agit. Donc déjà, entre scientifiques, parce que du coup, on dit scientifique de façon globale, mais il y a des langues, il y a des parlers professionnels spécifiques. Et ça, c'était très intéressant d'observer ça. Le fait que je sois allée voir tout le monde, un jour, un avocat spécialiste de l'amiante m'a dit, mais finalement, c'est vous qui qui êtes multilingue dans ce domaine, puisque voilà, j'ai autant conversé avec le chimiste, comme on en parlait tout à l'heure, qu'avec l'épidémiologiste, le docteur généraliste, etc. Mais ça s'est fait avec beaucoup de difficultés, mais j'ai vraiment eu un mentor, je pense que je peux l'appeler comme ça. C'est pas quelqu'un en lequel je vouais une admiration indéfectible, non, mais c'est quelqu'un dont j'avais un respect, pour lequel j'ai toujours un respect immense, pour avoir cru que la BD, potentiellement, ça pouvait servir à un moment où les questions étaient ailleurs. 2018, quand je le sollicite, il y a énormément de choses à faire et pas forcément accompagner une jeune autrice de BD. Donc c'est Luc Multinier qui est épidémiologiste et qui, à chaque fois que moi j'ai échangé avec un scientifique et que j'avais des doutes sur la manière de retranscrire ses conclusions, parce qu'en plus, vous voyez le format d'une bulle de BD et la conversation qu'on a déjà entre nous, il y a un effort important de réduire à l'extrême sans compromettre l'essence du message. Et donc ça, c'est beaucoup Luc qui a relu avec moi. Bien sûr que les chercheurs interviewés ont fait ce travail, mais très souvent, eux, leur demande, c'était « Non, mais là, il faudrait que tu ajoutes une page parce que ça n'est pas possible. » Ça n'est pas possible. L'album fait déjà 230 pages en français. oui. Donc, il va falloir voilà, qu'on reste sur la page ou les 2 pages qu'on a confiées à votre propos. Donc, le plus dur, oui, c'est ça. C'est s'approprier la langue des autres sans la compromettre dans son discours, restituer quelque chose aussi d'une granularité spécifique de la langue. Toutes ces personnes n'ont pas le même vocabulaire, ne parlent pas de la même manière, donc c'était important aussi de le montrer. Et c'est la raison, par exemple, pour laquelle l'hydropédologue, je le suis au bord d'une rivière pour faire des analyses d'eau. Voilà. Et là, du coup, on le voit dans son élément de travail naturel, parlant de bassin versant, expliquant le mécanisme de fonctionnement de la molécule une fois qu'elle est dans les sols. Voilà, ça pour moi c'était important d'allier langage et représentation du métier, de la manière dont ce métier vient s'incarner vis-à-vis de la problématique traitée. Oui. Donc, vous agissez comme traducteur d'une certaine manière C'est un peu ça, oui. avec les chercheurs des disciplines différentes. Oui. Mais merci. Je veux continuer à parler de cet aspect scientifique du roman. Donc, je veux parler d'un moment spécifique du roman à la page 98. Vous racontez votre expérience, votre conversation avec le jeune Théo et sa mère Isabelle. Et pour moi, cet extrait m'a beaucoup intéressé car cet échange reflète parfaitement ce que j'ai appris pendant mon master en écotoxicologie et en plus de ce que j'ai observé de façon anecdotique durant mon travail dans les communautés exposées
exposés aux niveaux élevés de contamination dans le monde. Et donc, je veux vous poser la question, supposons que les invalidités des citoyens de Guadeloupe et Martinique soient définitivement liées au chlordécone, est-ce que vous pensez que cela changerait quelque chose à l'opinion publique ou à la réponse gouvernementale? Ah, c'est compliqué de répondre dans ce sens-là. Alors, la première chose, c'est que on n'a pas utilisé que du chlordécone. On a utilisé d'autres organochlorés. Et vous êtes mieux placé pour moi pour le savoir que Rachel Carson, dès 1962, Silent Springs, explique que les organochlorés donc sont particulièrement rémanents et dangereux pour l'environnement, mais du coup aussi pour la santé humaine. Donc, on ne peut pas attribuer au chlordécone la totalité des problèmes sanitaires des Antillais. Non, ça, ce serait faux de le dire. Le HCAS, le Lindane, le BCP, etc. Voilà, tous ces produits-là ont également été utilisés dans la culture de la banane et pour certains aussi dans la canne à sucre. L'autre chose, c'est la question que je vous posez, c'est finalement la question du lien de causalité. Et c'est ce qui est le plus difficile à attester. Oui, bien sûr. Donc, il a fallu du temps. Par exemple, moi, quand j'ai commencé mes recherches, l'idée, c'était aussi de voir, bah tiens, on a 500 nouveaux cas de cancer de la prostate, nouveaux chaque année en Guadeloupe et en Martinique. On a souvent été qualifié dans la presse de champion du monde du cancer de la prostate. C'est la dénomination qu'on retrouve dans beaucoup d'articles. Et moi, donc, j'ai voulu essayer de comprendre, est-ce qu'il y a à un moment un surrisque quand on a été un ouvrier de la banane et quand on est un homme issu de la population générale. Il n'y a pas au niveau du registre du cancer de Guadeloupe, par exemple, de surreprésentativité des ouvriers agricoles qui, pourtant, on le sait aux États-Unis, eux étaient sujets à ce qu'on appelle une exposition aiguë, une exposition importante sur très peu de temps, mais en concentration élevée. Alors que l'exposition chronique, qui est la nôtre aujourd'hui en population générale, c'est-à-dire être exposé un petit peu, petite dose régulièrement, et ben, il n'y a pas de différence entre les ouvriers et nous. Donc, c'est compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des maladies qui peuvent demain être attribuées au chlordécone. Les recherches épidémiologiques indiquent que à partir de 0,20 microgrammes de 0,20 microgrammes de chlordécone par litre de sang, un homme afrodescendant de plus de 50 ans, etc., a plus de risques de développer un cancer de la prostate. On le voit chez les enfants, donc la mère donc, qui, en s'alimentant, va elle-même se contaminer et la femme gestante va contaminer son enfant. Et il y a donc cette cohorte qu'on appelle Timoun qui montre que ces enfants peuvent avoir des retards de développement moteur, peuvent avoir des retards aussi, des difficultés au niveau j'oublie comment on appelle cette compétence, mais pour se saisir de petits objets, de motricité fine. Donc, il y a déjà un faisceau de présomption, on va dire, sur des risques possibles, des risques sanitaires possibles. Aujourd'hui, et ça c'est important de le dire, je trouve, on s'est beaucoup intéressé à la santé masculine. Donc très tôt, dès les années 90, la cohorte historique sur le plan sanitaire, c'est 93, les ouvriers de la banane. Ensuite, on s'est intéressé au cancer de la prostate. Mais chez les femmes, il n'y avait pas encore vraiment eu d'études spécifiques. C'est maintenant qu'elles arrivent. Il y a un intérêt pour une maladie comme l'endométriose, qui est une maladie relativement nouvelle en termes de recherche scientifique. Donc aujourd'hui, elle bénéficie, donc elle permet, donc la sécurité sociale française notamment, permet une reconnaissance et donc de ne pas aller travailler quand on est reconnu donc, comme porteuse de cette maladie. Mais comme il y a un taux important de femmes qui présentent une endométriose aiguë, particulière aux Antilles, il était temps aussi qu'il y ait un intérêt scientifique pour le sujet pour voir est-ce que une exposition chronique au chlordécone pourrait être associée au développement de maladies comme ça, tout en sachant que c'est un perturbateur endocrinien. La réponse pourrait être oui. Donc oui pour dire que le chlordécone, il faut toujours continuer de s'en méfier parce que
il y a des risques pour la santé, même si on n'est pas en capacité aujourd'hui de clairement tous les nommer. Et donc, ça veut dire qu'il y a un effort de recherche à maintenir sur la question épidémiologique pour continuer d'adresser les bons messages de prévention aux personnes qui risqueraient d'être concernées par ces maladies. Oui, donc la difficulté de trouver la cause définitive de connecter ces aspects différents dans les environnements, c'est un problème pour maintenir la compréhension de cette connexion, je suppose. Oui. Je veux parler un peu d'un moment vers le début du roman. Donc, c'est au début, vous vous installez aux Caraïbes en 2018. Et je crois que c'est mon passage préféré dans le livre. C'est à la page 44. Vous partagez un flashback de votre jeunesse avec votre grand-mère en Martinique. Et j'ai beaucoup apprécié que ce moment ne fasse pas avancer nécessairement l'intrigue, mais il démontre quand même la connexion que vous avez une profonde connexion à la Terre. Et pour moi, comme scientifique des sols, c'est quelque chose de très important pour moi, la connexion à la Terre. Et donc, je veux vous demander, est-ce que vous pensez que la sensibilisation du public aux problèmes de chlordécone est largement apparue entre ce moment dans votre jeunesse et votre retour en Guadeloupe en 2018? Là, on va dire que en Martinique, il existe un associationnisme environnemental beaucoup plus ancien qu'en Guadeloupe. Ok. En Martinique, il y a une association qui s'appelle l'Assopamar, que je montre dans la bande dessinée, qui dès les années 70 explique à un slogan proche de notre terre, notre nature, c'est notre culture, c'est qui nous sommes, alors notre terre dit, voilà, notre fierté d'être martiniquais. Mais moi, comme j'habite dans l'Hexagone, tout ça, je m'en rends pas compte. C'est vraiment le fait d'avoir travaillé sur la BD qui m'a permis d'être au contact de ces discours, de ces récits, et puis de ce que j'ai commencé à toucher du doigt, qui est aussi l'essence d'une conscience martiniquaise et guadeloupéenne. Donc oui, la terre a une importance primordiale, capitale dans nos deux îles. C'était important et je suis contente que ce passage vous ait plu parce que ça peut paraître anecdotique, mais ça dit en effet que ces deux endroits qui sont et ma terre-père, la Martinique, et ma terre-mère, la Guadeloupe, sont des endroits, ont été des endroits comme ça, donc de villégiature pour mes parents, qui nous ont conduits là-bas en vacances, mais à partir desquels, moi, j'ai commencé à construire une relation et une filiation concrète avec ces territoires. Et dans la première BD, Pays en nous, on voit beaucoup ma grand-mère bêcher la terre et moi qui viens avec elle parce qu'elle m'apprend les gestes que sa mère elle-même lui avait appris, etc. Et donc ce soin qu'on a à la terre, ma grand-mère dit toujours quand je viens la voir le soir pour lui demander de me couper des feuilles de son jardin parce que j'ai mal à la tête ou que j'ai une difficulté particulière, elle me dit mais non, les fleurs dorment, respecte leur sommeil. Donc il y a vraiment aussi cette terre, l'idée de cette terre qui nous a porté, qui porte aussi cette histoire coloniale passée dont on a hérité. Donc c'est vraiment très central. Mais cette terre, elle apparaît fortement malmenée avec le scandale du chlordécone. Et le scandale du chlordécone, même si je le qualifiais tout à l'heure en reprenant donc Pierre-Benoît Joly de fait social total, c'est avant tout une blessure à l'âme. C'est une blessure à la terre, c'est une blessure au corps, et donc c'est une blessure à l'âme donc martiniquaise et à l'âme guadeloupéenne. Donc et ça c'est difficile à réparer. Il ne s'agit pas d'argent, il ne s'agit pas de mécanismes de dépollution des sols. Il s'agit, et c'est la question que vous posez, mais comment on vit dans un territoire qui est durablement pollué. Et la question donc de la gouvernance en milieu pollué, c'est-à-dire avec des plans chlordécone, avec des mesures et des recommandations, oui, c'est une base, mais ça ne répond pas au principe de fait total. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles l'État n'a pas d'action.
vivre là dans ce contexte. Et ça, c'est une action collective en justice qui vient d'aboutir pour la première fois entre 2020 et 2025. Donc, elle vient d'aboutir il y a 2 semaines. 1300 personnes ont été en justice pour préjudice moral d'anxiété. Et alors, sur les 1300, seuls les dossiers de 9 d'entre eux ont été validés par la Cour d'appel, mais c'est enfin une brèche dans un mur opaque et épais de non-recours possible qui était donc présenté à chaque fois aux parties plaignantes depuis que la première plainte historique de 2003 a été déposée dans le dossier. Donc ça dit bien, voilà, l'importance de travailler sur au-delà de la facette administrative. La terre, ça n'est pas que du sol, Oui, c'est de la culture, il y a un rapport et à la fois culturel et culturel et cultuel. C'est pour moi vraiment, et ça, c'est là où l'État a une moindre action, mais en même temps, ça n'est pas son rôle, et donc ça me pose la question de qui prend en charge cette partie-là blessée, quoi. oui. C'est bien de comprendre les activités des molécules dans l'environnement, mais c'est bien mieux de comprendre la connexion, les gens qui sont connectés à la Terre qui contient les molécules. C'est ça. Donc, pour l'instant, mon dernière question, c'est lié à l'originalité du livre, à mon avis, parce que moi, comme scientifique de l'environnement, je trouve que ça, c'est le forme de roman graphique, c'est vraiment quelque chose d'original. Donc, je voulais vous poser la question euh, sur votre contribution de processus artistique. Et je me demandais si vous pouvez parler un peu dans quelle mesure avez-vous assumé la direction artistique des illustrations de romans lors de votre collaboration avec votre illustrateur Nicolas Gobi? Oui. Alors, on est même 4 dans ce projet. Il y a Nicolas au dessin, Vinciane Lebrun à la photo et Catherine Avram à la couleur. Et donc le scénariste, quand c'est comme ça, il a un rôle de chef d'orchestre. Donc il faut être très clair avec chacune des parties sur ce qu'on attend. Ça, c'est notamment le rôle de la résidence de création qu'on a mise en place donc, en février 2020 et qui nous a permis vraiment de travailler comme dans une approche clinique au coude à coude les uns à côté des autres pour voir comment mes propositions de scénario pouvaient s'articuler avec les propositions de dessin et de photographie de Vinciane. Et ensuite, on a remis le tout à Catherine avec laquelle donc on a essayé de créer une palette de couleurs. Donc, et notamment sur les planches que vous évoquiez, l'enfance, on est sur du fuchsia estompé, voilà, avec un trait très léger. Et moi, je voulais que ce soit l'idée du souvenir et que ce soit presque flou. Donc, il y a beaucoup de pointillés, l'image n'est pas nette, exprès, etc. Donc, le scénariste, il est vraiment à ce niveau-là de mentalisation de son objet, de l'objet livre futur. Il doit pouvoir et à la fois décrire les ambiances, les postures des personnages, l'énergie. Voilà, quand on sent que dans une scène, il y a de la tension, voilà, si c'est un moment de manifestation, il faut être précis à ce point-là pour que le dessinateur puisse faire quelque chose qui pour moi est inouï, c'est-à-dire dessiner l'image à laquelle vous pensez sans qu'il l'ait vue. Et ça, sur 230 planches. Donc il faut être le plus précis possible. Après, il y a aussi des habitudes de travail. Avec Nicolas, c'était notre premier album. Mais ça s'est tellement bien passé que du coup, on a envie de continuer ensemble sur d'autres sujets. Mais en termes de mécanique de travail, Nicolas, voilà, est quelqu'un qui comprend extrêmement vite et qui me dit tout le temps, bon, envoie-moi le scénario, je te fais une proposition et tu me dis si ça te convient. Et sur la base des refs, du storyboard, ensuite, moi, je fais soit des contre-propositions, puis après, je vous le disais tout à l'heure en aparté, mais j'ai mon compagnon qui est illustrateur, et donc c'est plus facile parfois quand il est là et je lui dis mais non mais là moi j'imaginais vraiment quelque chose comme ça et donc c'est lui qui va venir compléter la base du storyboard pour qu'on finalise. Mais voilà, pour moi le scénariste c'est celui qui porte une vision et les autres collaborateurs l'incarnent. Et
plus ils l'incarnent au mieux et plus ça veut dire que en termes d'information en amont, ils ont eu la matière dont ils avaient besoin pour faire leur travail. Et je le dis, hein, c'est pas un travail d'exécution. Moi, je me vois pas comme le commandant et puis ses troupes et un rapport comme ça de subordonnés. C'est très linéaire entre nous et on se choisit. C'est-à-dire que Nicolas, notre éditrice commune, nous a proposé de travailler ensemble. Il pouvait dire non, mais quelque part, il a été intéressé aussi par cette histoire. J'ai choisi Vinciane parce que c'était une amie et que j'aimais sa manière de photographier, d'immortaliser les gens. Et Catherine, donc c'est pareil, notre éditrice qui nous en a parlé. Et ensemble, voilà, on forme. C'est moi qui suis devant vous aujourd'hui, j'en suis honorée. Mais on est une vraie équipe. Et c'est toute cette équipe voilà, qui a œuvré à la réalisation de cet album. Bien sûr. Et de son succès. Ce qui est remarquable, c'est que d'une certaine manière, vous avez été 2 fois chef d'orchestre de ces différents interlocuteurs, interlocutrices que vous avez interviewés pour votre ouvrage, mais aussi chef d'orchestre de cet ouvrage. Alors, merci infiniment de nous l'avoir présenté. C'était vraiment passionnant de vous écouter. Merci pour votre présence. Merci à vous. Merci vraiment pour cette plongée plus en profondeur avec Mason Reed ici présent. Et nos meilleurs vœux donc pour la promotion de cet ouvrage, Toxic Tropics. Très bientôt, nous reviendrons avec une nouvelle interview pour French Press, une interview de Olivier Guèze, qui viendra nous parler de son récent roman intitulé Mésopotamien. En attendant cette prochaine rencontre, nous invitons à venir voir les précédents entretiens de French Press sur les réseaux sociaux, également sur le site de la Villa Albertine, le site des services culturels de l'ambassade de France aux États-Unis. À très bientôt pour de nouveaux rendez-vous avec French Press. Et merci encore. Merci à vous. Merci.